je veux bien quand même rappeler que la démocratie n'est pas que le simple choix de la Knesset. La démocratie, c'est un ensemble de pouvoirs et de contre-pouvoirs, d'autant plus qu'Israël, j'allais dire, c'est un régime monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chambre. Regardez en France ce qui se passe. Pour passer une loi, il faut passer devant l'Assemblée nationale, et puis après la faire repasser devant le Sénat. Donc, si vous voulez, il y a deux chambres, une qui va contrôler l'autre. Bonjour Maître Philippe Koskas, merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais en vous présentant tout à l'heure, vous allez essayer de nous éclairer un peu sur la manière, sur la décision, ou en tout cas la demande de la Cour suprême formulée la semaine dernière à l'intention du gouvernement, lui demandant d'expliquer certaines des clauses de l'accord de coalition qui remontent donc au mois d'avril-mai dernier, au moment de la formation du gouvernement d'union nationale, et en particulier cette clause qui mentionne la création d'un poste de Premier ministre par alternance qui est occupé actuellement par Benny Gantz et qui devrait être occupé à partir de novembre prochain, dans un an, par Binyamin Netanyahou. Alors, cette nouvelle a suscité beaucoup de colère, en particulier à droite. Expliquez-nous ce qu'a voulu dire la Cour suprême. Pour l'instant, je vais vous dire, souvent, il y a toujours, dès qu'on parle de la Cour suprême, il y a toujours beaucoup de colère, parce que où la Cour suprême abonde dans le sens de certains partis politiques, à ce moment-là, ils sont contents. Oui. Mais à partir du moment où ils sont mécontents, il y a beaucoup de colère. Alors, pour l'instant, il faut voir que il y a eu pour faire cette coalition, étant donné qu'il n'y avait pas forcément une grande confiance, et je suis en bémol, oui. De manière douce, entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, on a dû assister à une réforme, j'allais dire constitutionnelle, c'est-à-dire une réforme des structures, oui. En créant un certain nombre de postes, y compris un poste important, qui est un Premier ministre alternatif. Alors, ce Premier ministre, cette institution n'a jamais existé depuis la création de l'État d'Israël, et elle permettait en fait à Benny Gantz, selon ses dires, d'assurer le fait qu'il serait remplaçant, qu'il y aurait une alternative au bout d'un an et demi, qui serait Premier ministre. Et d'ailleurs, lors de la réunion de la Knesset, Benny Gantz a juré, c'est-à-dire il a été nommé devant toute la Knesset en tant que Premier ministre, mais de manière alternative. Alors, pour être très clair, il a fallu, dites-moi si je me trompe, pour que ce poste soit créé, il a fallu faire un amendement, ou même plusieurs amendements à des lois fondamentales. Dites-moi si c'est la loi fondamentale du Premier ministre ou du gouvernement ? Du Premier ministre. Alors, et également aussi un peu du gouvernement, des deux. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet, une réforme structurelle du droit constitutionnel israélien, pour des raisons, j'allais dire, vraiment de politique, hein, il n'y a pas d'autre chose. Suite à ça, il y a eu un pourvoi de plusieurs institutions d'ailleurs devant la Cour suprême en demandant que la Cour suprême puisse annuler ces amendements. Maintenant, la Cour suprême ne l'a pas fait. Oui. Ce qu'a fait la Cour suprême, c'est que pour l'instant, on ne peut pas, j'ai un autre principe, je sais que je suis un petit peu compliqué, un peu technique ce matin, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas poursuivre une décision gouvernementale comme ça directement, comme on peut poursuivre son voisin. Il faut demander l'autorisation à la Cour suprême pour pouvoir poursuivre une décision gouvernementale. Et c'est cette autorisation que la Cour suprême a donnée. Ça veut dire que la Cour suprême ne s'est pas prononcée. Elle ne s'est pas prononcée pour ou contre l'annulation de cette modification de loi fondamentale, mais elle a dit, c'est jugeable, donc je reconnais ma compétence pour la juger. 2, je veux vérifier, si le processus d'adoption de cette loi est légal, et deuxièmement, essayer de vérifier si elle est constitutionnelle. Est-ce que je me trompe ou elle a donné, Philippe, est-ce qu'elle a donné elle a accordé un délai de 3 semaines au gouvernement pour expliquer, pour justifier la nature de cette démarche ? Absolument, mais ça, ce sont des procédures classiques à la Cour suprême, c'est-à-dire que la manière, on ne peut pas poursuivre un gouvernement, on dépose son pourvoi à la Cour suprême, et la Cour suprême peut repousser le pourvoi sans même que le gouvernement ait à se défendre. D'ailleurs, c'est pas le gouvernement dans ce cas-là, c'est la Knesset. Ou alors, elle accepte le pourvoi, elle accepte de juger le pourvoi. C'est ce qui a été le cas. Alors, dans 3 semaines, disons, le gouvernement
explique pourquoi il a entamé une telle démarche, pourquoi il a signé un tel accord de coalition sans précédent. Qu'est-ce qui va se passer après, concrètement ? Ça, c'est pas quelque chose qui va être rapide, parce que vous savez, quand on parle de justice, on parle pas forcément de vitesse éclair. Oui. C'est-à-dire qu'a priori, dans les 3 mois, il y aura une réponse du conseil juridique du gouvernement, et puis après, il y aura une audience. Chaque partie va plaider, j'allais dire, son bon droit, entre guillemets, et à ce moment-là, elle donnera un jugement. Ce qu'on sait déjà, c'est que ce jugement sera un jugement de principe, et pourquoi je le sais, c'est que la Cour suprême a décidé de trancher cette question en présence de 9 juges. Donc, ce qui est vraiment la majorité écrasante des juges de la Cour suprême. Et donc, ça voudrait dire que là, il y aurait un arrêt de principe qui va être rendu. C'est tout. Présent. Alors, on va supposer, on va essayer de se projeter dans les prochains mois. On suppose que ces 9 juges se réunissent et qu'ils statuent et qu'ils disent que l'accord de coalition qui a été signé donc pour la formation de ce gouvernement, si toutefois ce gouvernement existe encore au moment où ils se réuniront, ce qui n'est pas obligatoirement évident, est invalide, n'est pas valable. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Il va se passer qu'immédiatement, Benny Gantz ne sera plus Premier ministre comme il l'est aujourd'hui, j'allais dire, non pas par intérim, mais je ne sais pas exactement le terme en français. Par alternance. Par alternance, c'est ça, il ne sera plus. Donc il aura un rôle de ministre. Et ça voudrait dire également que lorsque viendra si jamais les accords gouvernementaux, il y a beaucoup de si dans les questions sont respectées dans 1 an et demi, ça voudrait dire que le Premier ministre Binyamin Netanyahou sera un ministre, mais ne sera pas Premier ministre par alternance. Et ça a une importance capitale, puisqu'il ne peut pas être ministre, Binyamin Netanyahou, puisqu'il est inculpé par la justice. Absolument, absolument. Mais je crois que la question, là, on est en train de jouer, j'allais dire... On va trop loin. D'échecs à plusieurs coups. Là, on prévoit 5 ou 6 coups d'avance. La première personne d'ailleurs qui va être touchée par cette mesure immédiatement, ce sera Benny Gantz et pas Binyamin Netanyahou. Alors, encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, à chaque fois la Cour suprême suscite des polémiques, mais c'est vrai qu'on a vu la réaction du Likoud, elle était d'accuser automatiquement la Cour suprême et de dire une fois de plus, la Cour suprême outrepasse ses prérogatives, s'immisce dans le processus législatif de la Knesset et viole la fameuse séparation des pouvoirs qui est la base de toute démocratie. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, je vais vous dire, il se réveille un petit peu tard, parce que d'abord, premièrement, la séparation des pouvoirs a une certaine base dans toute démocratie, mais ce ne sont pas des règles complètement absolues. La Cour suprême intervient dans le processus de légifération depuis plus de 40 ans. Donc c'est pas nouveau. Et quand vous parlez de définition de séparation du pouvoir, dans toutes les démocraties, vous avez un processus où une cour peut ou non annuler les lois. C'est le rôle en France du Conseil constitutionnel, c'est le rôle aux États-Unis de la Cour suprême, c'est-à-dire que c'est pas du tout, il n'y a pas forcément, quand on dit de séparation entre les pouvoirs, oui, il y a une séparation des pouvoirs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contrôle d'un pouvoir sur l'autre. Et je vais vous dire, le Likoud, à partir du moment, évidemment, on attaque à boulet rouge sur la Cour suprême, depuis que j'allais dire Binyamin Netanyahou est mis en cause. Mais Binyamin Netanyahou est Premier ministre depuis 10 ans. Je me souviens, et il y a eu des annulations de lois. Je me souviens pas que du Likoud et de Binyamin Netanyahou, on est venu à critiquer les décisions de la Cour suprême qui annulaient des lois. Ça n'a pas été le cas, où il y a eu des critiques qui étaient bémols, qui étaient faibles. Donc si vous voulez, là maintenant, ce qu'on assiste depuis, depuis plusieurs années déjà, c'est une attaque relativement frontale contre toute l'institution judiciaire, qui est le conseil juridique du gouvernement, qui est évidemment le procureur de l'État, qui n'a pas toujours été nommé, c'est une institution vacante, et évidemment la Cour suprême. J'allais dire, on va arriver à une question qui va être encore beaucoup plus brûlante dans les prochaines semaines à la Cour suprême, c'est que le conseiller juridique du gouvernement a donné à Binyamin Netanyahou, comme étant inculpé, un code éthique, un code de comportement, c'est-à-dire que, par exemple, il lui a demandé de ne pas intervenir
et de ne pas mettre sa main dans la nomination des juges, des procureurs, chose que Benjamin Netanyahu a refusé. Et là-dessus, la Cour suprême va devoir, donner son avis, de savoir est-ce que le code éthique proposé par le Conseil juridique du gouvernement est légal ou non. Et là-dessus, évidemment, si elle valise ce que dit le Conseil juridique du gouvernement, eh ben on verra également un nombre de critiques. C'est-à-dire que de toute façon, je veux bien quand même rappeler que la démocratie n'est pas que le simple choix de la Knesset. La démocratie, c'est un ensemble de pouvoirs et de contre-pouvoirs, d'autant plus qu'Israël, c'est un régime monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chambre. Regardez en France ce qui se passe. Pour passer une loi, il faut passer devant l'Assemblée nationale, et puis après la faire repasser devant le Sénat. Donc, si vous voulez, il y a deux chambres, une qui va contrôler l'autre. En Israël, il n'y a qu'une seule chambre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une majorité, la loi passe. À partir du moment où il y a les trois lectures. Et il faut bien quand même une institution qui va contrôler si cette loi qui est passée, qui est le reflet de la majorité actuelle, est bien, constitutionnelle. Elle est bien en accord avec les valeurs de l'État. Et la seule institution qui peut trancher ça, c'est la Cour suprême. Et malgré tout, on a toujours le sentiment, ce n'est pas la première fois qu'on en parle ensemble, que c'est depuis, on le sait, depuis l'arrivée du président Aaron Barak au milieu des années 90, cette Cour suprême, elle est en plein activisme juridique et elle s'occupe beaucoup trop, on va dire peut-être trop, justement des aspects politiques ou de certains projets de loi qui sont votés, qui lui paraissent pas conformes, on va dire, à la Constitution, bien qu'il n'y ait pas de Constitution en Israël. Alors, finalement, aujourd'hui, et on pourrait faire une sorte de comparaison justement parce qu'on parle beaucoup de la Cour suprême américaine aujourd'hui par rapport aux résultats des élections américaines. On le sait, aux États-Unis, qui est une grande démocratie, eh bien, la Cour suprême est clairement politisée puisque c'est le président qui désigne il y a des juges qui ont été désignés par les républicains, des juges qui sont désignés par les démocrates. Il y a une sorte d'équilibre avec parfois en faveur, par exemple dans la Cour suprême aujourd'hui, c'est en faveur des républicains. Pourquoi finalement on n'irait pas jusqu'au bout de cette démarche? Si la Cour suprême israélienne veut s'immiscer dans des affaires liées à la Knesset, au Parlement, aux élus du peuple, eh bien pourquoi finalement ne pas lui donner une connotation politique aussi? Alors, je vais vous répondre à plusieurs choses parce que vous me soumettez plusieurs questions. Le contrôle de la Cour suprême sur la légalité, sur savoir si une loi ou non est légale. Je fais pas un pléonasme. Ce contrôle remonte bien avant Aaron Barak. C'est-à-dire, je ne veux pas défendre la jurisprudence d'Aaron Barak, qui a en effet... Mais à l'époque, il n'y avait pas de polémique. On avait le sentiment que la Cour suprême faisait partie du consensus et que les juges, justement, prenaient soin de ne pas s'immiscer dans des débats politiques extrêmement brûlants et clivés. D'abord, il y a toujours eu vous avez sûrement raison d'une certaine part. C'est vrai que la Cour suprême essayait d'intervenir avec parcimonie sur les domaines publics, mais elle intervenait quand même. La conversion, par exemple, faite par et dans des sujets extrêmement brûlants, et des sujets extrêmement brûlants sur lesquels la Knesset, pendant des années, a refusé de rentrer. La conversion des réformés. Ce qui a changé, c'est l'inverse. C'est la manière dont certains politiciens voient la Cour suprême. À partir du moment où la Cour suprême est délégitimisée, alors évidemment, lorsqu'elle donne des décisions qui vont en faveur du pouvoir, alors tout va bien, hein, tout le monde dit c'est normal, c'est bien. Mais à partir du moment où elle rentre dans des domaines qui ne sont pas forcément, qui vont pas de pair avec certaines expressions politiques, alors à ce moment-là, elle est critiquée. Maintenant, je voudrais vous parler de votre comparaison avec la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine est politique. Elle est nommée politique. D'ailleurs, ceci dit, ce sont quand même des juristes. Hein. C'est pas du tout. On nomme pas des politiciens. Bien sûr, effectivement. D'ailleurs, actuellement, et on le verra sûrement, parce que moi je crois que c'est pas parce que le président Trump a nommé et à la majorité à la Cour suprême qu'il va pouvoir gagner ses élections. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que le rôle d'un juge, c'est un rôle de contrôle et d'interprétation. Il n'est pas politicien. Or, ce n'est pas le système israélien.
Le système israélien, les juges ne sont pas élus sur leur base politique. Aujourd'hui, et depuis la création de l'État d'ailleurs, la commission de nomination des juges est composée de 9 personnes, dont 5, il y a des représentants des juges et des représentants du barreau, donc c'est la majorité. Si vous voulez, le monde juridique dans cette commission a la majorité. Et 4 sont nommés, 2 par la Knesset et 2 par l'exécutif. Et donc c'est la minorité. Donc si vous voulez, cette commission-là, j'avais toujours dit, c'est un mélange un peu heureux de tout ça, où, si vous voulez, les juges ne sont pas forcément liés sur des critères politiques. Et même, je vais vous dire, si vous voulez voir des lectures, par exemple, Ayelet Shaked qui s'était vanté d'avoir nommé des juges à la Cour suprême, des juges dits de droite, ils ont donné des jurisprudences de gauche, entre guillemets. Si vous voulez, un juge, une fois qu'il est nommé, il juge en fonction de sa propre conscience. Pas forcément, c'est pas un politicien. En fonction du droit et de sa conscience. Et vous verrez certains juges comme Noam Solberg, qui est lui-même, qui habite lui-même en Judée-Samarie. Vous verrez qu'il a pris des arrêts qu'on aurait pu imputer à Mérès. C'est-à-dire la gauche, les politiciens de gauche. Il faut pas. Je crois que c'est faire entacher la profession de juriste que de les ramener à un niveau politique. C'est pas forcément. Un juge, une fois qu'il est nommé, il va juger selon ses critères juridiques, sa conscience et le dossier surtout qu'il a à juger. Et le dossier qu'il a à juger, c'est pas forcément un dossier politique. C'est quelqu'un qu'on a évincé de sa maison, c'est une maison à détruire. Ce sont des critères c'est un dossier, quelque chose humain. Un juge, il fait pas de la politique. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est toujours très intéressant de dialoguer avec vous et de mieux comprendre les méandres complexes de la justice israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov et à bientôt. Shavua Tov, merci beaucoup. Au revoir.